Euh, Bonjour à tous, bienvenue dans cette Minute Sahélienne. Je suis Alcine Ikam, chercheur affilié au MIPAS et au 2R3S, et j'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui pour cette interview le docteur Jérôme Pigné, qui est à la fois fondateur et président de ces deux institutions, à savoir le MIPAS et le 2R3S. L'idée est vraiment de parler aujourd'hui de la Libye dans l'équation sahélienne et comment justement la Libye s'imbrique dans le contexte plus global du Sahel. Et aussi, ce sera l'occasion aussi de parler de la visite récente du général Michel Langlais, qui est responsable de Africom. Donc, sans plus tarder, je vais passer à la phase question. Docteur Jérôme Pigné, est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments plus généraux de la Libye de la situation libyenne dans le Sahel? Oui, tout à fait. Rappelons très brièvement que depuis 2014, la Libye est divisée entre deux pouvoirs exécutifs, hein. À l'ouest, le gouvernement dit d'union nationale reconnu par la communauté internationale et par les Nations Unies, dont le siège est à Tripoli. Et à l'est, son rival sur le plan à la fois politique et militaire, hein, le gouvernement pardon, de stabilité nationale qui siège à Benghazi sous le contrôle de l'armée nationale libyenne et donc du maréchal Haftar. Rappelons pour ce point de contexte que l'essentiel des zones pétrolifères sont contrôlées par le pouvoir de Benghazi, donc à l'est, à travers donc le maréchal Haftar, considéré comme dit l'homme fort de la Cyrénaïque. Voilà pour quelques éléments de contexte. Il y a 2 semaines, les autorités de l'Est, dans cette conflictualité latente avec le pouvoir de Tripoli, a décidé d'arrêter la production et l'exportation de pétrole. Je dirais plus largement, ce qui nous intéresse dans l'analyse des questions de sécurité et de développement dans l'espace sahélo-saharien, c'est que la Libye, elle est véritablement illustrative, hein, de ce chaos ambiant dans la bande sahélo-saharienne. Premièrement, présence de groupes armés terroristes. Deuxièmement, des conflits armés et lutte de pouvoir entre différentes factions. Une géopolitique qui est marquée par la présence accrue de puissances extérieures, hein, telles que la Russie ou la Turquie, ou encore la présence et le soutien direct ou indirect des Émirats arabes unis. Et enfin, surtout par rapport à la problématique dans la coopération avec l'Europe, hein, c'est la problématique évidemment de la migration, où il y a eu dans la même période la prolongation d'un programme d'évacuation des migrants qui lie le Rwanda, l'Union africaine et le HCR. Donc cette coopération tripartite, elle a été prolongée jusqu'en 2025, et donc on comprend bien à travers ces différents points que la Libye est une sorte de chaos en tant que tel, où il y a des enjeux à l'échelle nationale, mais que depuis plus d'une dizaine d'années, et depuis notamment l'intervention et l'intervention otanienne en 2011 et donc l'élimination de Muammar Kadhafi, on se rend bien compte que la situation interne de la Libye a des conséquences directes sur l'ensemble de la bande sahélo-saharienne. Très bien, Monsieur Jérôme. Alors, en parlant de ça, quelles sont les motivations et les justifications de la visite récente du responsable d'Africom en Afrique et notamment en Libye? Oui, c'est un point très important parce que dans ce contexte qui est particulièrement volatile où l'influence russe inquiète une partie de la communauté internationale, en tête de liste les Américains, la visite du chef de l'Africom avait pour objectif de réaffirmer finalement l'engagement de Washington en faveur de la sécurité et de la stabilité du pays et donc par extension de la sous-région. Rappelons par ailleurs que l'envoyé spécial des Nations Unies pour la Libye a démissionné de ses fonctions il y a quelques semaines. Hein, il s'agit du diplomate sénégalais Abdoulaye Bathily, pardon, à qui le président sénégalais d'ailleurs a confié une nouvelle tâche depuis, hein, qui n'est pas non plus une mince affaire, qui est le dialogue avec les pays de l'Alliance des États du Sahel. Donc les Nations Unies sont très impliquées. C'est un échec quand il y a notamment la démission d'un envoyé spécial. On est dans une sorte de dédale depuis un moment. Les choses avancent peu. Donc la crise atteint une forme de paroxysme aujourd'hui. Et la Libye, elle se trouve au carrefour, comme je le disais tout à l'heure, de plusieurs zones de turbulence ou zones de fragilité. En particulier le Niger, hein, qui a subi un coup d'État, rappelons-le, le 26 juillet 2023. Et à l'est et au sud, sur son flanc sud-est, le Soudan et le Tchad, hein, qui jouent un rôle important dans la sous-région. Et donc les Américains qui envisageaient
au lendemain du coup d'État au Niger, puisqu'on, rappelons-le, ils avaient une importante base militaire à Agadez dans le nord, ils envisageaient pendant un moment de replier leurs forces sur la Libye. Il semblerait entre-temps que finalement le choix se soit porté sur une délocalisation, en tout cas partielle, des forces plutôt en Côte d'Ivoire et dans le nord de la Côte d'Ivoire. Et donc si l'Afrique n'est pas une priorité stratégique des États-Unis, la lutte d'influence vis-à-vis de la Russie ou encore de la Chine est une problématique de premier plan pour la première puissance mondiale. Et l'enjeu de l'autre côté pour le maréchal Haftar, c'est de se présenter finalement comme le garant de la sécurité dans la région en pointant du doigt la menace terroriste. C'est depuis les années 2000 une sorte de rente diplomatique que de se porter en garant de la stabilité d'un État ou d'une région tout entière. Et donc c'est là où il y a un véritable intérêt pour le maréchal Haftar que de poursuivre, bien que ce soit le gouvernement de Tripoli qui soit reconnu, de poursuivre ces échanges avec la communauté internationale, en particulier avec l'Europe, avec la France, avec les Nations Unies et avec les États-Unis. Et rappelons que dans ce contexte, il y a quelques semaines, le maréchal Haftar avait reçu aussi une délégation du pouvoir de la junte nigérienne. Donc finalement, la Libye, elle est l'objet de beaucoup de convoitises et on voit la communauté, une sorte de balai de la communauté internationale qui parle à la fois avec le gouvernement qui est reconnu, Tripoli, mais aussi avec l'homme fort de la Cyrénique qui est le maréchal Haftar. En parlant de la situation justement de la Russie, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur la situation de Wagner plus globalement en Afrique? Oui, alors Wagner, qui est devenu entre-temps Africa Corps depuis l'assassinat présumé de Yevgeny Prigojine l'année dernière, il faut préciser que moi, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, la lune de miel avec les États de la sous-région, que ce soit au Sahel ou en Afrique centrale, la lune de miel est en train de se terminer. En Centrafrique, le président Touadéra entreprend une opération de reconquête de l'opinion occidentale. C'est 3 visites en un an ou un an et demi, notamment à Paris, avec des envois d'émissaires ici et là. Au Burkina Faso, ces dernières semaines, une partie des contingents russes qui n'étaient pas sous la bannière officiellement ni d'Africa Corps ni de Wagner, mais ces contingents rentrent et en Russie, on imagine que c'est pour venir apporter un renfort militaire sur le front ukrainien. Et au Mali, même si on en parle peu, il y a eu à plusieurs reprises ces dernières années, depuis 2022, des affrontements entre la milice Wagner et les forces armées maliennes, ce qui a conduit d'ailleurs à plusieurs reprises à des victimes et à des morts. Mais encore une fois, ça, on en parle très peu. Enfin, pour le Niger, le leadership même de la junte a bien du mal à s'entendre sur la place qu'ils doivent accorder au partenariat entre les Russes. Et donc le général Tiani doit composer avec les parcours et les incointances des uns et des autres, que ce soit le général Barmouche et le général Modi, le ministre de la Défense d'un côté, chef d'état-major de l'autre, qui soit préfèrent évaluer de potentiels partenariats avec la Russie pour l'un ou plutôt être proche des États-Unis pour l'autre. Donc c'est un véritable casse-tête pour cette junte qui n'a aujourd'hui aucun programme. On n'a pas du tout d'état d'avancement de cette fameuse transition. Rappelons que le président Bazoum est toujours pris en otage par les putschistes. Donc si on regarde à la fois l'Afrique centrale, la RCA et les pays sahéliens, semblerait quand même que les Russes, et notamment à travers la société Wagner devenue Africa Corps, on sent quand même que tout ça bat de l'aile et qu'il y aura probablement encore une évolution dans les semaines et les mois à venir. Je vous remercie, docteur Pigné, pour cette brillante intervention et je remercie les téléspectateurs et nous espérons vous voir très bientôt pour une nouvelle émission. Merci. Merci, au revoir.